session est consacrée à la solution, finalement, peut-être ultime, au problème dont on parle, à la fois dans la ville et, je dirais, dans la vie en général qu'on voudrait vivre, c'est-à-dire une planète qui soit... on sait qu'on n'a pas de planète B, donc qui soit durable. L'économie circulaire, le défi de la cité, c'est effectivement l'une des solutions qu'on cherche aujourd'hui. Et on va être, je crois, avec les différents intervenants, sur la recherche de solutions pratiques. Parce que c'est bien de parler, effectivement, dans tous les colloques de façon théorique, mais à un moment donné, il faut passer à la pratique. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a une loi sur l'économie circulaire. On en parle beaucoup dans la tribune. D'ailleurs, vous pourrez en suivre l'ensemble des avancées. C'est une loi importante parce que il y a un an, hein, c'était la démission de Nicolas Hulot. Moi, ce qui m'a frappé dans la démission de Nicolas Hulot, c'était cet aveu d'impuissance. Si on ne change pas de modèle, on ne va pas y arriver. Et donc, pour changer de modèle, il faut changer nos comportements, les comportements des consommateurs, les comportements de production. Et pour ça, eh ben, il faut évidemment penser le monde autrement. Et je pense que c'est là qu'est finalement ce qu'on cherche. Et dans la ville, il y a des solutions pratiques. On va le voir avec l'ensemble des cas qu'on va évoquer, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous d'abord Geneviève Mallet qui remplace... pas dit que c'est du recyclage, mais qui remplace Corinne Lepage, qui devait être là, mais qui travaille avec elle, qui est avocate, qui va nous parler des enjeux, compris d'un point de vue juridique sur ces questions. Nous avons effectivement Émeric de Alexandris, qui est le directeur régional de ICAD, donc on va parler des matériaux et de la construction, comment on peut construire la ville différemment. Avec Marie Borny, on va parler de l'eau et du recyclage et de l'assainissement de l'eau. Et enfin, avec Christine Borle-Talec, qui est déléguée générale PACA du groupe La Poste, on va parler, bien sûr, des enjeux d'un groupe comme La Poste en matière de recyclage. On sait bien que la question du papier, évidemment, se pose. Et enfin, avec Alain Steele, qui est directeur général de PharmaBest, un grand groupe de pharmacie qui est d'abord né, je crois, à Marseille, mais qui est devenu un grand réseau. Comment est-ce qu'on peut notamment se passer, par exemple, d'un petit objet du quotidien qui s'appelle le plastique? Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'écouter Geneviève Mallet, qui va nous donner peut-être une définition un peu plus précise que ce que j'essayais de faire de l'économie circulaire et de ses enjeux. Bonjour à tous, merci. Alors, comme j'ai été présentée, je suis effectivement le cabinet Lepage sur Marseille. Corinne Lepage, vous prie l'excuser. Elle a été, bien entendu, appelée à l'extérieur, sinon elle se serait fait un plaisir et non pas un devoir d'être avec nous. Elle m'a demandé de lire en conclusion un petit texte qu'elle a écrit sur le recyclage à l'économie circulaire et de l'économie circulaire à l'économie globale. Je vous en dispenserai et je vous renverrai à ce qu'elle a écrit parce que de toute façon, on sait que c'est une personne qui est engagée depuis de nombreuses années. Le droit, puisqu'on commence par le pire, le droit, c'est quelque chose que la société prend en considération une fois que les mentalités ont évolué. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur toutes les grandes lois, je vais citer la loi sur l'avortement parce que c'est celle qui est le plus significative, quand finalement la société a pris conscience d'un élément, une loi sort qui fait le point de tout l'arriéré de la réflexion. Voilà pourquoi nous sommes sur ce projet de loi. Voilà pourquoi nous sommes sur ces textes depuis le 13 juin 2019 qui évoluent dans une notion qui est quand même une notion qui est très ancienne puisque vous avez cité Jacques Chirac, le président de la République, avec cette citation à Johannesburg que nous avons tous en tête. Mais les plus anciens d'entre nous se souviennent bien des consignes de leur grand-mère qui ramenait les bouteilles d'eau quand elles avaient fini d'être utilisées, se souviennent bien d'un petit personnage avec une grande trompe qui invitait à ne pas faire de gaspillage de carburant, qui se souviennent parfaitement des caves pleines de ressorts de leur grand-père qui servaient pour le cas où il faudrait réparer le téléviseur ou on ne sait quel véhicule et qui ne devait surtout pas être jeté, qu'on devait conserver pieusement. Et toutes ces choses, finalement, l'économie circulaire, par ce terme circulaire qui fait un pied de nez à l'économie linéaire, le reprend et le reprend avec des textes de loi.
Alors, rassurez-vous, on va rentrer dans le concret et je ne vais pas alourdir comme le font mes confrères et moi-même en parlant de textes, là où ce dont on a besoin, c'est surtout d'application de ces textes. Mais je suis quand même obligée de vous donner les 3 grands thèmes de ce projet de loi anti-gaspillage. D'abord, le levier informatique et réglementaire pour mieux consommer. Donc, nous avons des affichages de plus en plus nombreux quand on achète un produit. Et bien maintenant, il y aura un affichage obligatoire sur la façon de mieux consommer. Bon, ça nous fait une belle jambe, mais en tout cas, il sera précis, il fixera les informations des consommateurs, il décrira la réparabilité, la durabilité, l'emploi de ressources renouvelables pour le produit. Donc, pour ceux qui sont les plus vigilants d'entre nous, ils auront les indices de réparabilité et la disponibilité des pièces détachées. C'est une mini-révolution, mais c'est quand même une information qui est obligatoire sur ce type de levier informatique et réglementaire. Deuxièmement, incitatif pour lutter contre le gaspillage, c'est interdire l'élimination des invendus. Donc quand il y a des invendus, il y aura une position différente par rapport à ces produits, renforcer les diagnostics bâtiments, déployer les consignes de réutilisation et en fait favoriser les reprises gratuites. Et le troisième levier, et ainsi j'aurai fini le pôle juridique, c'est de renforcer, bien entendu, la traditionnelle théorie du pollueur-payeur par la création de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur, et ça dans des domaines où on n'en avait pas encore vraiment l'applicabilité, l'hôtellerie, l'habillement, le linge de maison, l'équipement électrique, etc. Donc, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que désormais, l'économie circulaire voudrait aller du berceau au berceau, comme l'on dit, c'est-à-dire de commencer au produit et de revenir au produit. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon la discussion sera plus difficile. Mais pour terminer sur ce sujet, c'est que c'est vraiment une nouvelle conception du recyclage qui va être favorisée d'abord par la fiscalité. Je ne vais pas donner trop de détails et surtout pas les articles, mais d'abord par la fiscalité et ensuite par les sanctions de nouvelles responsabilités. Seront-elles efficaces ? En tout cas, elles sont vertueuses, comme le cercle. Merci beaucoup pour cette définition. On reviendra sur toutes ces questions. S'il y a un secteur et un domaine, effectivement, où l'économie est circulaire, c'est bien la question de l'eau. Comment faire en sorte d'avoir de l'eau de qualité, propre, comment l'assainir, comment recycler cette eau. Avec Marie Borny, qui est directrice générale, donc déléguée d'eau de Marseille, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui, notamment à Marseille, mais de façon générale dans ce domaine-là. On sait qu'on va connaître dans le futur des problèmes de pénurie en eau. Quand on parle du réchauffement, on parle beaucoup aussi, en réalité, d'un risque de sécheresse. Et donc, comment est-ce que vous travaillez dans ce domaine, notamment grâce au numérique, puisque notre thématique aujourd'hui, c'est la tech et le zéro carbone. Comment est-ce que le numérique peut permettre de mieux économiser, de mieux gérer cette ressource essentielle ? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'aurais pu évoquer aujourd'hui nos contributions sur le sujet cœur de métier en termes de politique d'innovation, sur des sujets de réutilisation des eaux usées, par exemple, ou ce genre de thématique-là. Mais j'avais envie de vous parler de quelque chose sur lequel on nous connaît un petit peu moins, qui est effectivement l'apport du numérique. Alors, je ne vais pas dire digital, puisqu'on nous a dit tout à l'heure que le terme n'était pas forcément approprié en France, donc numérique. Qui permet d'être un véritable catalyseur et booster de la performance environnementale. Alors, comment ? Et je vous propose effectivement d'aller sur du concret sur le sujet de l'eau. On vit dans un monde de ressources de plus en plus rares, notamment les ressources eau et énergie, qui sont souvent très liées. On pourrait en parler un moment, mais ce sont deux ressources qui sont très liées. Et notre avenir et celui des générations futures dépendra en grande partie de notre capacité à préserver ces ressources. Et à contrario, notre monde produit en abondance, parfois surabondance,
quelque chose que certains commencent d'ailleurs à dénommer comme une ressource, qui est la donnée, la data, ce qu'on appelle communément la data. Et l'utilisation de cette data de façon digérée, bien restituée, permet aujourd'hui, comme je le disais, d'être un formidable catalyseur de la performance environnementale. Alors, le sujet de l'eau, comment ? Un petit exemple sur Marseille, par exemple, où aujourd'hui nous sommes en charge de la gestion du service d'eau pour le compte de la métropole. En moins de 5 ans, ce sont 12 millions de mètres cubes qui ont été économisés en termes de prélèvement sur la Durance. Alors 12 millions de mètres cubes, c'est quoi ? C'est la consommation moyenne d'une ville d'à peu près 200 000 habitants, donc c'est loin d'être négligeable. Et ça a été fait comment ? Notamment par la mise en place d'un certain nombre de systèmes connectés tout au long de la chaîne de production et de distribution d'eau potable. Sur le canal de Marseille d'abord, où ces systèmes connectés nous permettent d'être plus précis en termes de régulation dynamique d'un canal qui est gravitaire. Et ce n'est pas forcément évident de piloter un canal gravitaire, en essayant d'anticiper mieux les besoins en aval dans nos prélèvements en amont et ne prélever que ce qui est strictement nécessaire aux usages. Ça, c'est important. Et puis, ça passe aussi par la traque au quotidien des fuites sur le réseau d'eau potable, ou sur Marseille également, par exemple, nous avons disposé près de 1000 capteurs qui nous permettent bien en amont d'anticiper dès leurs prémices là sur le fait que des fuites apparaissent avant qu'elles apparaissent justement à l'œil nu, et de pouvoir intervenir bien avant des grosses pertes en eau, et puis de pouvoir programmer une intervention qui soit aussi moins désagréable pour le riverain sur la voirie. Ça, c'est aussi des effets corollaires positifs. Tout ça permet également à l'usager de passer du consommateur au consomme-acteur. Alors comment ? Un autre exemple, on a disposé près de 280 000 capteurs communicants et connectés sur les compteurs, compteurs communicants. Et on observe que par ces technologies, on est capable de mettre à disposition des publics des informations là aussi qui doivent être digérées et restituées avec de la valeur ajoutée, et qui doivent permettre d'être dans une meilleure position de prendre un certain nombre de décisions. Alors avec les compteurs communicants, un usager aujourd'hui peut se paramétrer un certain nombre d'alertes de consommation, d'être coaché par rapport à des profils de consommation, d'être informé par SMS, mail. Après, les systèmes de communication sont au choix. Et d'être un véritable acteur. Alors, chacun à son échelle, bien entendu, mais c'est important en ce moment où chaque citoyen souhaite effectivement de pouvoir plus à même de contribuer à ces sujets-là. Merci beaucoup. Peut-être pour aller un cran plus loin sur ces datas, est-ce qu'aujourd'hui, le sujet de votre relation avec le public, ce n'est pas aussi le sujet de l'éducation à l'économie de la ressource ? Et en quoi, effectivement, on parle beaucoup de ça dans le domaine de l'énergie avec Enedis et donc les nouveaux compteurs dits intelligents. Est-ce que dans le domaine de l'eau, vous avez également le même type de rapport peut-être demain au public ? C'est-à-dire, on sait que les gens font, dans le Sud, probablement plus attention d'ailleurs à l'eau que... Enfin, dans les régions où il y a des problèmes d'eau, on fait souvent plus attention. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde formidable. On appuie sur un bouton de l'électricité, on ouvre un robinet, on a de l'eau. On sait que demain, ça sera un problème. Donc, comment est-ce que vous anticipez la communication avec les consommateurs ? Vous avez raison de dire qu'effectivement, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se cache derrière cette facilité d'appuyer sur un bouton, un interrupteur ou d'ouvrir un robinet. Alors, ce qu'on fait... On ne le commence pas aujourd'hui. Les eaux de Marseille sont implantées sur le territoire provençal, essentiellement métropole, mais également sur les départements limitrophes depuis 70 ans. Et on a toujours contribué, quand bien même le modèle économique aujourd'hui confère une rémunération à la consommation, donc plus on vendrait d'eau, plus nous pourrions en être contents, effectivement, a toujours contribué à de la sensibilisation sur les sujets de la ressource. Ça passe par des interventions dans des écoles. On sensibilise des centaines d'écoliers et on sait que c'est souvent aussi par là que passe la sensibilisation de l'ensemble de la population. Mais avec ces outils numériques, on met à disposition
une information complètement digérée, directement accessible sur une app sur le smartphone, sur un site internet. Et donc le citoyen est complètement conscient de sa consommation. On complète ça, bien entendu, par un certain nombre d'éléments de comparaison aussi. Et on observe depuis un certain nombre d'années que la consommation par individu diminue, effectivement, dans la région, mais c'est un phénomène qui est observé sur l'ensemble du territoire français. Merci beaucoup. On va peut-être prolonger la discussion sur les autres thématiques, puis on pourra reboucler, si j'ose dire, cette table ronde circulaire. Alors, avec Aymeric de Alexandris, peut-être, donc, qui est chez ICAD, parler du monde, là on a parlé de l'eau, là on va parler des déchets, notamment des déchets du bâtiment et des travaux publics. C'est une des sources les plus importantes de déchets. Qu'est-ce que vous faites justement pour rendre plus circulaires vos modes de production ? Alors on est d'abord parti d'un constat en fait. Le constat c'est que 56%, enfin quand on fait le bilan carbone d'un bâtiment, on se rend compte que les matériaux représentent 56%. On a également compris que le BTP générait 70% des déchets en France. Et donc on s'est dit, voilà, il faut réfléchir à autre chose et basculer vers une ambition qu'on a partagée. Cette ambition, c'est de se dire qu'il faut changer de paradigme et passer d'une volonté de maîtrise et de possession à une volonté exclusivement d'usage. Donc faire fi de la rétention. Là-dessus, on a généré à partir de ce constat une application qui s'appelle CycleUp, dont l'ambition est de commercialiser les matériaux qu'on peut réutiliser dans le cadre d'une déconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un processus long, c'est un processus d'abord d'audit. Il y a 600 000 m², l'application a été constituée il y a 1 an, il y a 600 000 m² qui ont été audités à ce jour. Donc ça veut dire faire venir du monde, prendre du temps avant de lancer le processus de déconstruction pour savoir ce qu'on va pouvoir réutiliser. Ensuite, c'est dialoguer également avec le cadre juridique pour savoir dans quel cadre on peut les vendre et avec quelle garantie. Donc nous, on propose sur tous ces matériaux d'avoir une garantie d'1 an pour les personnes qui effectivement les achèteront. Ensuite, il faut identifier des partenaires, souvent des partenaires locaux, qui vont pouvoir faire cette déconstruction de manière soignée pour qu'on puisse réutiliser ces matériaux. Et enfin, c'est de les mettre en ligne sur une plateforme pour pouvoir les vendre. On a réalisé une première expérience très concrète. Pas loin d'ici. Hein. Exactement, avenue du Prado, qui est un chantier qui est intéressant par ailleurs parce qu'on a décidé de garder la structure et de changer d'usage. Mais ça pourrait être peut-être un autre thème. Et à travers ça, on a récupéré beaucoup de matériaux qu'on a commercialisés pour partie, mais qu'on a surtout donné à un certain nombre d'associations. Architectes sans frontières, Médecins sans frontières, Yes We Camp, qui sont venus et qui ont réutilisé ces matériaux. Et tout ça parce qu'on en a parlé ensemble. Dans un circuit local ou dans un circuit... Dans un circuit très local, oui, parce que Yes We Camp, c'est Porte d'Aix à Marseille. Architectes sans frontières, en revanche, ça va un petit peu voyager, je vous le concède. Mais en revanche, il y avait une vertu qui était de donner à des œuvres caritatives et puis ensuite de vendre des matériaux. C'est-à-dire que très concrètement, si vous voulez acheter un carreau de verre, vous allez chez Bricorama, ça coûte 12 €. Voilà. À travers cette association, et cette structure, vous pouvez les acheter pour 6 €. Sans publicité. Hein. Voilà. Et surtout, je vous dis, ça permet d'économiser. On a fait un calcul sur 1 an, un équivalent de 200 tonnes CO2 qui sont effectivement non consommées. Et c'est une démarche vertueuse qui prend de plus en plus, qui est ouverte à tous les acteurs. Hein. C'est développé par ICAD et Aegis, mais en revanche, c'est ouvert vers tous. Alors j'avais 2 questions quand on a un peu discuté pour préparer, que je voulais prolonger. C'est quel est le modèle économique finalement ? Parce qu'évidemment, on comprend bien que dans l'économie circulaire, la question c'est est-ce qu'on va faire aussi une économie ou pas d'un point de vue rentabilité, profitabilité ? Et ce n'est pas forcément le cas. Donc comment est-ce qu'on arrive à assurer que cette économie circulaire, si on veut la passer à l'échelle non seulement d'un bâtiment, demain d'une ville, peut-être d'un pays, comment est-ce qu'on peut trouver des modèles économiques qui soient rentables et qui soient... je pense que le succès de l'écologie, on pourra en discuter, c'est probablement d'arriver à réconcilier l'économie avec l'écologie. Alors vous avez raison, c'était presque un prérequis. C'était de se dire, si jamais on veut que la solution soit pérenne et qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle ait une réalité économique. Alors, je peux vous parler du Prado parce qu'il est très concret et c'est 8000 m² chez nous. Ça a été neutre économiquement.
Au début, je n'y croyais pas. J'étais plutôt relativement réservé en disant voilà, on a un équilibre à maintenir sur une opération, on n'y arrivera pas. En l'occurrence, le principe de pouvoir vendre une partie de ces matériaux, et là encore une fois, ça représente moins de 50%, permet de compenser les surcoûts liés à l'intention qu'on va porter à la déconstruction. Donc, et encore une fois, on aurait pu prendre le parti de commercialiser 100%, ce qu'on n'a pas fait. Donc ça aurait pu, dans un monde idéal, même générer de la recette. Donc il y a cette forme de pérennisation qui est garantie par cet équilibre pour nous à travers ce type d'application. Et donc le passage à l'échelle plus grand, vous imaginez qu'il est... C'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour essayer de prophétiser les acteurs qui sont là, parce que ça fonctionne, économiquement ça a du sens, on fait du bien et je pense que... Vous faites de l'évangélisation. Exactement, merci. On est très attachés aux valeurs, je pense tous ici, que ça permet de porter. Et ça, encore une fois, économiquement, on est capable de le défendre devant nos différents comités pour arriver à apporter tout ça. Merci beaucoup. Sur l'autre sujet, on en reparlera un peu plus tard. Alors, Christine Borle-Talec, prenez le micro. Donc, je disais, vous êtes déléguée régionale de la Poste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour une entreprise, vous allez nous la décrire, mais la Poste est une des plus grandes entreprises du pays, avec une entreprise de réseau, une entreprise évidemment qui travaille avec du papier, mais qui travaille aussi de plus en plus dans le monde du digital et de la tech. Comment est-ce que vous abordez cette question de la circularité dans les différentes dimensions de vos métiers? Bonjour à tous. En fait, le groupe La Poste, tout le monde connaît et méconnaît en même temps, un peu comme mes collègues ici. Et du coup, je veux rebondir. Je peux répondre dans 2 minutes. Vous pouvez prendre tout à fait 2 minutes. Je fais ce que je veux, c'est ça? Si vous voulez, mais pas 18 minutes. Non, mais parce que ça résonne et je n'avais pas prévu. Mais dans les exemples que j'ai en tête, nous avons transformé le centre de tri de Nice, qui était un bâtiment de plus de 3000 m², sur la zone de l'aéroport à Nice, pour ceux qui connaissent. Et nous devons restituer un terrain nu et dépollué. Et ce que vous dites à l'instant, ça me fait réagir parce que dans une démarche un peu différente, c'est-à-dire que notre foncière est bien sûr dans ses réflexions et ses obligations d'économie circulaire, nous avons organisé cette déconstruction en rentrant complètement dans le process d'économie circulaire, avec parfois les mêmes acteurs d'ailleurs, et en faisant bénéficier à des associations, mais aussi en interne ou en externe de ces matériaux déconstruits et traités différemment des process habituels. Donc ça demande un effort. Et la particularité que j'ai comprise en regardant ce sujet, c'est que c'est aussi parce que des postiers se sentaient concernés à titre personnel qu'ils ont proposé ce process plus élaboré, qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on fait d'habitude, et qu'ils ont réussi à embarquer avec eux une équation économique, managériale, et à réaliser ce projet. Voilà, je voulais juste réagir parce que c'est vraiment dans la même lignée. Et pour le coup, il y avait ce supplément d'implication personnelle. C'est la dimension entreprise intégrée dans la sociétale. Et ça donne l'exemple et ça va être reproduit. Voilà, c'est pas juste une fois. Donc le groupe La Poste, c'est un opérateur, c'est une société anonyme, ce qu'on ne sait pas toujours, à capitaux 100% publics, avec une structure qui est en train de bouger pour ceux qui suivent cette actualité-là, avec la Caisse des dépôts et l'État. Juste 4 chiffres, nous sommes 220 000 postiers, nous avons 17 000 points de contact, bureaux ou partenariats, et tous les jours, plus de 1 300 000 clients franchissent le seuil d'un bureau de poste ou d'un établissement. Du coup, pour revenir tout de suite à votre question, l'économie circulaire, je pense que notre force, c'est justement celle de ce réseau. L'économie circulaire, pour justement fonctionner, a besoin de capillarité, a besoin de points de centralisation, a besoin de circulation. Et nous pouvons, sur certains pans de cette économie, être un acteur utile. Et en plus, ça correspond à un engagement stratégique fort depuis plusieurs années, parce qu'on était transporteur de papier. Donc stratégiquement, c'était quand même un risque majeur que de camper sur cette position-là. Donc nous avons bougé il y a plusieurs années et nous avons quelques références dont nous sommes assez fiers. Le groupe La Poste, c'est la première flotte de véhicules électriques au monde. Alors malheureusement, c'est encore nous qui sommes les premiers.
Ça veut dire que d'autres ont peut-être bougé moins vite, avec 18 000 véhicules électriques. Voilà, donc c'est une des offres qui sont neutres en carbone, et c'est un corps social postier qui est quand même très concerné et très accompagnant sur ces sujets d'économie circulaire. Et alors, vous avez également, dans le domaine du recyclage, créé pas mal de domaines. Il y a Recigo, je crois, vous pourriez en dire un petit mot. Ça, c'était quand même une idée qui paraît évidente aujourd'hui et qui s'est imposée à un moment. Nous avons des facteurs, des agents qui amènent le courrier le matin dans les entreprises, les collectivités, etc., et qui repartaient à vide. Et à un moment, l'idée s'est imposée de dire, mais il y a une filière qui est peu ou sous-exploitée, qui est celle du recyclage du papier de bureau dans le tissu TPE, PME, etc. Je ne parle pas des grandes filières papier. Et donc, nous avons monté une offre qui s'appelle effectivement Recigo, qui est simple, qui est limpide, qui consiste à, en utilisant nos trajets allés, nos véhicules, à récupérer du papier dans les entreprises, donc du papier diffus, et à l'apporter à des papetiers français, à rester sur des filières françaises. Recigo est depuis quelques années une filiale du groupe La Poste et de Suez. C'est élargi à d'autres flux. Il n'y a pas que le papier, il y a les cartons, enfin les 5 flux, et a permis de créer 50 emplois dans l'emploi aidé, parce que c'est aussi une manière de travailler sur l'insertion et le retour à l'emploi de certaines personnes. Et nous collectons chaque jour une centaine de tonnes de papier, ce qui est l'équivalent de plusieurs autobus, je crois, pour visualiser un peu ce que ça peut représenter. Voilà, c'est l'exemple. On peut aussi citer dans le domaine du papier ce que fait DocaPost aussi, qui permet finalement de changer de notre culture papier, c'est-à-dire de passer au numérique vraiment. Ça, c'est quelque chose qui... C'est le changement des esprits. C'est notre holding qui est sur tous les métiers du numérique. Et effectivement, le groupe La Poste, qui était un transporteur de papier, est aujourd'hui positionné comme une entreprise de réseau qui travaille beaucoup sur la proximité et les services au sens large. Et DocaPost accompagne ces transitions avec la dématérialisation, avec des coffres-forts électroniques, avec des tas de sujets un peu différents de l'économie circulaire, mais qui quelque part, montrent qu'une entreprise est obligée aussi d'accompagner ces grands mouvements en interne et en externe. Absolument. Alors, on va entendre maintenant Alain Steele, qui est le directeur général de Pharmabest, donc un grand réseau, vous allez peut-être le présenter en quelques mots, de pharmacie en France, mais très présent aussi à Marseille, puisque je crois qu'à côté d'ici, au Prado, il y a la plus grande pharmacie. Donc, qu'est-ce que vous, dans votre métier, dans ce métier finalement où il y a énormément aussi de cartons, de manutention, de petites boîtes de médicaments, comment est-ce que vous arrivez à être circulaire? Et alors, on pense évidemment, mais là, c'est tout le secteur de la distribution, est-ce que vous pourriez un jour renoncer au plastique? Alors, bon, d'abord, pour présenter, bonjour à tous. Donc, pour présenter en quelques secondes Pharmabest. Pharmabest, c'est un groupement de pharmaciens. C'est un groupement qui regroupe les très grandes pharmacies françaises. Donc, c'est 87 pharmacies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 36 millions d'actes par an. Donc, il y a 120 000 personnes qui passent chaque jour dans nos points de vente. C'est un chiffre d'affaires de 740 millions d'euros, c'est 2600 personnes, il ne faut pas oublier ça, c'est 2600 personnes qui travaillent. Donc notre enjeu, on a aussi un enjeu sociétal parce qu'il faut pérenniser les emplois, c'est quand même des choses très importantes. Et puisqu'on est à Marseille, pour prendre un exemple, dans le groupe Pharmabest, il y a une pharmacie très connue à Marseille, qui est la pharmacie de Prado-Mermoz, qui est sur l'avenue du Prado. Et il y a d'ailleurs dans un centre dont on a parlé tout à l'heure, il y a la parapharmacie du Prado, donc, qui est dans ce centre. Pour prendre juste un exemple, parce que moi je vais essayer d'être très pragmatique dans ma réponse et de raconter un peu ce que cela veut dire d'un point de vue vraiment pragmatique. Parce que toute la réflexion conceptuelle, depuis toute la pensée sur le fait qu'il fallait rendre à nos enfants une planète qui était aussi belle que celle que l'on avait reçue,
toute la réflexion sur tous les textes dont vous avez parlé sur l'économie circulaire, on l'a bien sûr intégré. Mais on est en fait dans des problématiques qui sont des problématiques très pragmatiques. En fait, quand vous êtes un pharmacien, premièrement, on va prendre Prado-Mermoz, la pharmacie Prado-Mermoz. Vous êtes un pharmacien, donc vous apportez à la fois du sérieux, vous recevez 4000 personnes par jour que vous soignez ou auxquelles vous apportez des produits de bien-être. Ça veut dire que, d'une certaine façon, vous êtes au cœur de la cité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant au cœur de la cité, c'est un avantage, puisque un pharmacien, si votre enfant sur l'avenue du Prado se blesse, ben vous allez voir le pharmacien en disant « il s'est blessé », et le pharmacien va vous recevoir, il ne va pas vous vendre. D'abord, il ne va rien vous vendre, il va soigner l'enfant, il va lui mettre un sparadrap. En général, ce que fait un consommateur, c'est qu'il lui achète la boîte de sparadrap qu'il a ouverte. Mais si le consommateur ne le fait pas, il ne va pas le lui vendre. Ça veut dire qu'il considère qu'il a un rôle dans l'économie de la cité et l'économie sociale de la cité. Mais un pharmacien, c'est quoi aussi? C'est qu'il y a 500 laboratoires derrière lui, et en face de lui, il y a des consommateurs, des clients, des patients, des gens qui viennent donc pour bonjour. Et en fait, on est au milieu de cette situation. Donc la première chose que l'on peut faire, on peut agir sur les gens qui sont derrière nous en leur expliquant ce que le consommateur qui est devant nous et sa transformation. Puisque nous voyons la transformation des consommateurs. Moi, je veux dire qu'il y a 3 ans, il y a des consommateurs qui nous ont écrit en disant « Pourquoi avez-vous des sacs en plastique ? Pourquoi dans une pharmacie y a-t-il des emballages papier autour de produits ?» Alors, pour l'expliquer, il y a des emballages papier parce qu'il y a des réglementations. Il faut que dans un médicament, il faut qu'il y ait du papier pour expliquer avec un certain nombre de normes juridiques. Donc la transformation n'est pas aussi simple que ça, il faut le dire. Alors, nous, on est acteurs et acteurs à titre personnel en tant qu'être humain et acteurs social en tant qu'entreprise. Alors, je vais prendre 2-3 exemples de choses que nous avons faites. La première chose que l'on a faite, c'est, et qui est sur le métier. Nous considérons que notre métier, c'est de servir tout le monde. Ça veut dire que, ça veut dire qu'une personne qui a 82 ans, qui ne peut pas venir donc, dans une pharmacie pour ça, nous, on va lui porter ses médicaments. Et donc, pour cela, nous avons commencé à tester, et ça a commencé d'ailleurs le 1er septembre, donc c'est très frais. Nous avons dispensé à chaque pharmacie un scooter électrique. Alors, ça peut paraître complètement idiot, mais si vous connaissez la configuration de Marseille, les rues de Marseille, je peux vous dire qu'un scooter électrique a 2 avantages. C'est antipollutif, ça a d'autres inconvénients qui sont les piles électriques, mais si on rentre là-dedans, on n'avancera jamais, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez aller en 20 minutes porter des choses à un client. Un autre exemple, on a, comme je vous l'ai dit, nous avons 36 millions d'actes d'achat par an. Ça veut dire que nous dispensons des sacs. Alors, ça peut paraître complètement idiot, mais quand une mère vient et qu'elle a besoin de 3 litres de quelque chose, plus 4, il faut lui donner quelque chose pour qu'elle puisse se transporter. Donc, on avait des sacs. Bon, on a décidé qu'à partir du 1er janvier 2020, et là, je vais prendre vraiment le cas pratique, on arrêtait le plastique. Ça veut dire qu'on ne restait que sur du papier, on va dire géré, de forêt gérée. Et la société qui est en face de nous est une société marseillaise. Elle s'appelle Méléavon. Peut-être que vous la connaissez. C'est un fabricant de sacs. Bon, donc, et ça, c'est important. Parce qu'il faut savoir que pour cette entreprise, qui a aussi des salariés, la transformation est complexe puisque les gens qui travaillent sur des sacs plastiques, ils vont en avoir moins à faire. Donc, c'est aussi de la transformation pour eux. Ça veut dire aussi qu'on a conscience qu'en ayant du papier, il y a quand même une certaine forme de destruction forestière. Donc, on a pris la décision avec eux de planter 4000 arbres, et on parlait de cela tout à l'heure quand on parlait des arbres, mais de ne pas planter 4000 arbres en disant je vais vous donner un chèque de quelques milliers d'euros pour planter les arbres. C'est aussi de réfléchir que les arbres sont plantés en respectant de la multiplication d'espèces pour éviter que ça génère d'autres problèmes. Voilà. Et on a des magazines, et le problème il est le même. On travaille avec la personne qui nous fait nos magazines pour justement être qu'avec des forêts gérées.
et en plus avec des plantations, parce que nous pensons qu'à un moment donné, quand on est au cœur de la cité, comme nous le sommes, et à la différence peut-être de certaines personnes ici, nous, le problème, c'est que les consommateurs, ils sont en face de nous. Il y en a à Prado-Mermoz, il y a 4000 consommateurs par jour. Et que le consommateur, quand il vient vous voir et qu'il vous dit « Monsieur, gardez vos sacs en plastique, parce que je n'en veux pas », il vous délivre un message qu'il y a 10 ans, il ne vous délivrait pas. Ça veut dire que la chance que nous avons et notre obligation, elle est aussi liée à quelque chose. C'est que le consommateur n'est plus le même aujourd'hui que hier. Et qu'il nous demande d'aller à la rigueur beaucoup plus vite que lui pour transformer et pour être encore plus dans l'économie circulaire. Merci beaucoup. On est au cœur, là, finalement, de la question concrète. On voit bien que quand on veut agir, et je pense que tout le monde a envie d'agir, il faut se poser la question de l'ensemble de la chaîne sur laquelle on va avoir un impact. Alors peut-être pour le cas de la Poste, ça peut être intéressant de le dire, parce que vous disiez il y a un engagement sociétal des salariés de la Poste, mais est-ce qu'ils arrivent à s'insérer par exemple, sur la question, on parle beaucoup de la livraison du dernier kilomètre, qui est un des grands sujets. Vous avez pris, vous, des engagements, vous l'avez dit, vous êtes le premier en matière de voitures électriques. Mais ce n'est pas forcément toute la société aujourd'hui qui est passée. Est-ce que vous pouvez éduquer, participer à changer aussi les comportements d'autres acteurs de proximité? Oui, je pense que déjà, il y a une impulsion stratégique, mais je pense qu'il existe chez tous les acteurs économiques maintenant. La prise de conscience est là. Et donc, dans nos réflexions et dans nos révolutions, l'empreinte de l'entreprise est devenue vraiment quelque chose de très structurant. Après, sur l'économie circulaire, il y a une multitude d'actions qui constituent, j'allais dire, une espèce de socle de valeurs. Il y a des petites choses, entre guillemets. Je ne sais pas, par exemple, on travaille sur le recyclage des tenues, des facteurs, des vêtements. On travaille sur des filières de réduction, d'achat responsable. Enfin voilà, il y a une multitude de choses qui composent notre engagement. Il y a beaucoup de communication interne, parce que je pense que c'est important de donner du sens et d'écouter aussi des idées et des remontées du terrain. Les gens ont des choses à dire sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier et ce qui peut contribuer. Donc ça, c'est un point important. Et puis après, de manière assez organisée, on a une volonté forte qui est d'être un acteur de la vie des centres-villes, qui est un sujet dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier de la livraison qu'on appelle du dernier kilomètre. On voit avec l'explosion des livraisons et du e-commerce que si on ne fait rien, et tous ceux qui sont marseillais dans la salle le vivent, on ne pourra plus circuler, on ne pourra plus respirer. Et donc on a proposé et travaillé avec les métropoles, et d'ailleurs signé avec la présidente de la métropole en début d'année, des conventions qui sont des déclarations fortes d'engagement réciproque pour organiser une mutualisation de la livraison dans les centres-villes, en regroupant des transporteurs et ensuite en dégroupant par des moyens propres, en optimisant des tournées. Et ça, la Poste ne le fait pas seule, bien sûr. Elle cherche des partenaires. On travaille avec la Banque des Territoires, avec des transporteurs locaux, pour se dire il faut une ville apaisée et une réflexion vraiment qui est quand même assez longue, parce que derrière, il y a des choses à organiser, pour travailler à la ville de demain et faire en sorte que, dans un cadre qui soit multi-opérateur, on apporte notre pierre à l'édifice de cette réflexion et de cette préoccupation qui est quand même incroyablement forte. Voilà. Merci beaucoup. Aymeric de Alexandris, vous avez esquissé le sujet tout à l'heure, donc c'est le sujet de la construction de la ville sur la ville, c'est-à-dire qu'on peut aussi transformer les usages des bâtiments. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le... Oui, le constat, c'est effectivement celui que vous faites, c'est-à-dire que si on veut baisser le bilan carbone de notre métier, il faut surtout pouvoir réutiliser les bâtiments. Et donc ça passe par des réflexions sur le changement d'usage, changement de destination. L'opération dont je vous parlais, ce sont effectivement 6000 m² de bureaux qu'on a pris le parti de conserver, de rehausser dans une structure bois pour les passer à 8000 m² et pour générer ensuite 120 logements en lieu et place de ces bureaux.
Alors c'est quelque chose qui a du sens, qu'on rêve tous de faire. En revanche, ça peut être fait si et seulement si on porte une ambition architecturale forte. Parce que la difficulté à laquelle on est confronté très régulièrement, c'est que les gens ont envie effectivement de se dire que leur bâtiment est vertueux. En revanche, ils n'ont aucune envie d'acheter un immeuble d'occasion, pour dire un peu les choses. Et donc ça, c'est un vrai enjeu, et donc c'est des travaux qu'on fait régulièrement. On travaille avec, par exemple, Guillaume Dujon qui est là, sur une autre opération dans cette dynamique, qui est de dire, voilà, il faut qu'on apporte du beau et qu'on permette aux personnes de s'approprier une démarche qui est vertueuse dans l'acquisition d'un immeuble déjà existant, mais avec le sentiment de rentrer dans un appartement complètement neuf. Voilà. Et donc c'est effectivement quelque chose qui se fait doucement, mais qui a encore plus de sens parce que la ville évolue à un rythme effréné. Et donc ces changements d'usage sont pour nous effectivement le futur. Marie Borny, peut-être pour parler de l'eau, mais là, peut-être en une logique de prospective, c'est-à-dire comment est-ce que vous voyez, j'imagine, une certaine inquiétude, comme tout le monde, le réchauffement climatique, et je pense qu'à Marseille en particulier, ce sont des questions sur lesquelles commencer à avoir des anticipations sur les prochaines années. Comment est-ce que vous, justement, voyez les choses se passer? Comment est-ce que, dans votre responsabilité, vous pouvez préparer, est-ce qu'il faut nous préparer à un monde avec beaucoup moins d'eau, voire sans eau? On a tendance à dire que, parfois, ou on a eu tendance à dire qu'à Marseille, on était préservé parce que les anciens ont bien fait les choses en construisant un certain nombre de canaux, le canal de Marseille, le canal de Provence amenant l'eau de la Durance et du Verdon, et que le château d'eau de Marseille est dans les Alpes. Mais avec la fonte des glaciers, le jour où il n'y a plus de château d'eau, il n'y aura plus d'eau non plus. Donc il est évident qu'on a travaillé sur les sujets. Tout à l'heure, je vous ai donné un certain nombre d'exemples pour essayer de montrer quelle était notre action, effectivement, à la fois pour travailler sur prélever ce qui est strictement nécessaire et optimiser aussi l'offre quelque part. Il faut travailler sur la demande aussi et sur la prise de conscience, sur des équipements qui sont moins consommateurs d'eau, et donc on a effectivement un certain nombre de réflexions et de propositions, et on effectue un certain nombre de sensibilisations sur ce sujet. Après, moi, j'avais envie d'aller peut-être un petit peu au-delà que le sujet de l'eau de manière générale. On a la chance au sein des Eaux de Marseille d'avoir tout le panel d'activités au-delà du sujet de l'eau, de services à l'environnement, avec le sujet de gestion des déchets, de leur valorisation, le sujet de maîtrise énergétique. Et j'évoquais tout à l'heure le numérique. Certes, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes derrière avec une expertise qui donnent de la valeur à tout ça. Et aujourd'hui, on est en capacité aussi de proposer sur l'ensemble des thématiques que sont l'eau et l'énergie, qui sont souvent liées, mais aussi la qualité de l'air, parce que quand on parle bilan global, on doit tenir compte de l'ensemble des thématiques qui ont, ensuite font l'empreinte environnementale, et d'être en mesure aujourd'hui d'apporter des propositions beaucoup plus globales des infrastructures de la ville et du territoire de demain. On parle de ville de demain, moi j'aime bien parler de territoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la ville, il y a aujourd'hui des territoires ruraux aussi, et localement notamment, au sein de la métropole. Et donc on travaille aussi à des solutions avec des solutions assez concrètes de tableaux de bord notamment, qui permettent toujours de restituer une information pour faire de la prédictibilité, de la baisse de la consommation, de la baisse des coûts aussi. C'est parfois souvent le nerf de la guerre au départ. Une relation aux citoyens, une prise de conscience aussi différente, avec de l'information adaptée à chaque niveau de décision. Et ça, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir y travailler avec le panel des expertises que nous avons au sein des Eaux de Marseille. Et pour rebondir sur ce que disait Madame Bordes-Le-Tallec sur la Poste, pouvoir travailler à l'ensemble de ces sujets confère et conforte un engagement et un professionnalisme remarquable au sein des entreprises qu'on observe vraiment,
Et c'est assez génial de savoir effectivement que les collaborateurs d'une entreprise savent quel est le sens donné à leur activité au quotidien, et ça explique tout en fait. Merci beaucoup. On me fait doublement signe qu'il faut qu'on s'arrête. Donc, on va prendre un mot de conclusion. Je voudrais dire quand même, pardon, et très vite, que c'est créé un mouvement des entreprises de la nouvelle économie et qu'il y a déjà 600 entreprises qui participent à cette dynamique. Donc 600 entreprises qui pensent qu'effectivement, il y a des choses à faire ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Déclaration des droits de l'humanité, c'est-à-dire pour avoir des devoirs vis-à-vis de nos descendants, a déjà fait signer 26 États. Et enfin, je voudrais un tout petit clin d'œil sur les déchets. J'ai un dossier qui vient de se terminer avec des cimenteries et des sablières, parce qu'il y a des granulats qui servent à faire des ciments que l'on broie, et à l'intérieur de ces granulats, il y a de l'or. Eh bien, l'or est un déchet.